permettre de rencontrer Lucien Zayan de Invisible Dog Art Center, qui est situé à Brooklyn, aux États-Unis. Très rapidement, je vais faire la lecture de sa biographie et ensuite je le laisse défiler, puis on essaie d'avoir des petites questions à la fin là, si on peut. Donc, Lucien Zayan est né en 1965 à Marseille, en France. Il est un producteur culturel et directeur ayant une riche histoire de contribution aux arts et aux institutions culturelles. Sa carrière a englobé divers rôles au sein d'organisations culturelles en France, en Égypte et aux États-Unis. Le parcours de Lucien dans le domaine culturel a débuté en 1988 lorsqu'il a occupé le poste de producteur culturel à l'Institut français d'Alexandrie, en Égypte, au sein des services culturels de l'ambassade de France. En 2009, Lucien Zayan s'est lancé dans une nouvelle aventure en fondant The Invisible Dog Art Center à Brooklyn, New York. En tant que directeur fondateur, il a créé un espace dynamique et innovant, devenu un centre névralgique pour l'art contemporain, favorisant la créativité et la collaboration interdisciplinaire. La carrière de Lucien Zayan reflète un engagement de toute une vie dans la promotion et le développement d'initiatives culturelles. À toi, Lucien. Merci pour cette introduction et merci pour m'accueillir ici. Merci d'être là. Donc, je m'appelle Lucien et je vais d'abord commencer par une petite histoire. Parce que les histoires personnelles sont quand même toujours très rattachées à nos histoires professionnelles et nos doutes et nos stress et nos angoisses et nos envies personnelles se reflètent très très souvent dans nos projets professionnels. Donc en 2008, j'ai traversé my middle age crisis et je ne savais pas que c'était une middle age crisis. Je ne connaissais en fait pas du tout ce terme, mais je me sentais mal professionnellement. Je venais de passer plus de 25 ans dans des organismes institutionnels nationaux français, des grands théâtres, des grands festivals subventionnés. J'avais des postes formidables, d'excellents jobs, un très bon salaire, un confort professionnel extraordinaire, et pourtant rien n'allait. En tout cas, quand je regardais vers le futur, rien n'allait. Donc je décide de prendre un break et de quitter mon job, de quitter ma vie et de partir m'exiler pendant 3 mois dans une ville loin où je ne connais personne. Ça, c'était les contraintes importantes. Et 2 villes apparaissaient, évidemment, où j'avais envie d'aller. Et 2 villes apparaissaient avec ces critères-là, Berlin et New York. Mais Berlin était un peu facile, c'était pas très loin. Et surtout, the nightlife in Berlin is quite. Et donc, j'avais un peu peur de passer mon temps à aller dans les discothèques et rien faire d'autre. Donc, je décide New York et je pars à New York en octobre 2008. Et à peine arrivé à New York, la crise des subprimes commence. Vraiment 3 jours plus tard. Et donc, la situation, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais est vraiment terrible aux États-Unis et particulièrement à New York, puisque c'est là que Wall Street, Lehman Brothers. Et donc, tout ferme, les magasins ferment, les restaurants ferment, les gens perdent leur job, leur maison. Au mois de novembre 2008, 100 galeries d'art ont fermé à New York, seulement ce mois-ci. Et donc, évidemment, il est impossible de rencontrer qui que ce soit, de prendre un rendez-vous dans une institution, de rencontrer un directeur de galerie, de musée, de théâtre, parce que personne ne veut vous rencontrer, il n'y a pas de job, il n'y a pas de possibilité. Il faut gérer tout ça. Donc, mes 2 premiers mois sont plutôt catastrophiques. Et surtout, je découvre aussi l'hiver new-yorkais, la neige et le froid. Pour vous les Québécois, ça doit... New York et la Côte d'Azur, mais pour moi, c'était l'Alaska, avec mes chaussures blanches. Et donc, les 2 premiers mois se passent très, très mal. Finalement, décembre arrive... C'est Noël, les décorations de Noël, jingle bell, tout à coup ça va un tout petit peu mieux, mais mon départ est prévu à la fin du mois de décembre et vraiment il n'y a pas d'autre issue, je me vois retourner en France et puis voilà, c'est terminé et on verra bien ce qui se passe. Et là le miracle arrive. Une amie d'une connaissance que j'avais rencontrée quelque part à New York me dit il y a une petite galerie d'art qui ouvre à Brooklyn et la propriétaire de cette galerie cherche quelqu'un pour l'aider pendant 1 mois. Donc j'écris à cette personne et je la rencontre et je lui dis mais j'ai 1 mois à rien faire ici, je peux vous aider si vous voulez. Et elle me dit d'accord, c'est $800 pour le mois. Je dis parfait, très bien, il n'y a rien d'autre à faire. Et donc je commence à travailler avec elle et sa galerie est une toute petite galerie qui doit faire 25 mètres carrés. Donc c'est vraiment 200 square feet pour ceux qui comptent en pied. Donc c'est vraiment tout petit. Mais je vois que autour de cette galerie,
il y a cet immense bâtiment magnifique. Et donc, je lui pose la question, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe dans les 3970 square feet restants dans le bâtiment? On peut voir la première photo, si vous voulez. Et elle me répond, rien. Et alors là, mon sang ne fait qu'un tour. Ça, c'est le bâtiment. Vous voyez, c'est 3 étages. Et donc, je vais voir le propriétaire et je lui demande s'il peut m'aider, enfin, s'il peut me faire visiter le bâtiment. Et là, je visite le bâtiment. Et en marchant autour du bâtiment, tout à coup, cette vision d'un centre d'art vient dans ma tête. C'est-à-dire qu'une minute avant, je n'avais jamais pensé réaliser ce que j'allais réaliser dans l'année à venir, c'est-à-dire créer un centre d'art à Brooklyn. Et je tombe non seulement fou amoureux du bâtiment, mais le bâtiment m'inspire ce projet de créer un centre d'art pour les artistes, où les artistes peuvent venir travailler et créer en toute sécurité et en toute liberté. J'ai pris un peu des notes pour ne pas me perdre dans mes... Et donc, pendant la visite, le propriétaire me parle de Invisible Dog, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon anglais n'étant pas très très bon, je ne comprends pas très bien ce qu'il me dit et j'imagine que ça veut dire un train peut en cacher un autre ou une expression comme ça. Et donc, je lui demande... qu'est-ce que ça veut dire Invisible Dog? Et là, il me montre ça, la deuxième photo, s'il vous plaît. Il me montre ça. Il me dit, comment ça, vous ne connaissez pas Invisible Dog? Et je dis, non, pas du tout. Et donc, Invisible Dog est un jouet américain qui a été créé dans les années 70 et qui est une laisse rigide avec un petit harnais au bout que les gens promenaient. Comme ça, that's the Invisible Dog. Et entre 70 et 95, ce petit objet est devenu un hit aux États-Unis. Il était vendu principalement dans tous les magasins Macy's et dans tous les parcs d'attractions Disney. Donc vous imaginez, tous les Américains ont eu ça dans leurs mains. Et donc, évidemment, je pose la question, mais où est-ce qu'on met le chien? Il me dit, there's no dogs, it's invisible. Et ça c'est la publicité de l'époque qui avait été faite par la nièce. J'ai retrouvé la demoiselle, d'ailleurs, qui est sur la photo. Elle vit dans le Milwaukee maintenant. Et regardez la photo, c'est étrange quand même. Elle est devant un rideau de théâtre. Donc déjà, il y a quelque chose d'étonnant. Pourquoi elle est devant un rideau de théâtre? Il n'y a pas de raison qu'elle soit devant un rideau de théâtre. Elle aurait pu être dans la rue ou n'importe où. Donc déjà, il y avait un sens avec l'art, avec le spectacle, et ainsi de suite. Donc on peut revenir à l'autre, à la grande photo. Maintenant, merci. Et donc je promets au propriétaire que si on fait affaire tous les deux, j'appellerai le lieu d'Invisible Dog. Ce que je ne sais pas, c'est qu'il a lui-même appelé sa compagnie d'Invisible Dog parce qu'il a acheté ce bâtiment parce qu'il en est tombé fou amoureux aussi. L'histoire nous dira un peu plus tard que nous sommes nés le même jour, le propriétaire et moi. Incroyable. Pas la même année, mais le même jour. Exactement le même jour, le 27 octobre. Tous les deux, nous avons le même anniversaire. Et donc, je rentre en France au mois de décembre, très excité avec cette idée-là, et j'envoie un projet, donc... qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous rappelle que je ne connais personne à New York, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de richesse personnelle, d'argent donc pour faire tout ça, mais je fais un budget en me disant voilà comment ça pourrait marcher, voilà comment on pourrait vivre. Et quelques semaines plus tard, il m'écrit en me disant Great, we like your project, come over. Il n'a pas d'autre solution que moi. C'est la crise, encore une fois, l'immobilier est catastrophique à New York. Il a 4000 mètres carrés vides, enfin vides, pas très vide, pas si vide que ça d'ailleurs, 4000 mètres carrés rempli de tout ce que l'usine a fabriqué avant, parce qu'avant de fabriquer ces laisses, elle fabriquait aussi des bijoux fantaisie et des ceintures. Donc le bâtiment était rempli à ras-bord de tissus, de rouleaux de ceinture, de boucles, de clous, vous imaginez tout ce qu'il faut de machines à coudre industrielles, 150 machines à coudre industrielles, des établis, des chaises. Des tonnes de choses sont restées dans l'espace. Il n'en a rien fait parce que son projet était de transformer tout ça en loft de luxe. Et évidemment, la crise financière l'a arrêté puisqu'il n'y a plus de crédit immobilier. Et donc, me revoilà à New York en avril 2009. J'arrive le 1er avril 2009, c'est pas une blague. Et c'est vrai, hein. C'est comme ça. Et je vais le voir dans son bureau. Il avait oublié qui j'étais. Et donc, je me souviens très bien, je suis rentré dans son bureau, et il me dit, Who are you? I said, You remember the French guy I'm supposed to... Oh, yes. Et il commence à chercher partout dans son bureau, et il sort un jeu de clés, il me donne une clé, il me dit, I'm sorry, I'm very busy today, good luck.
Et donc, je me retrouve aux États-Unis sans visa de travail, avec un embryon de projet de créer un centre d'art dans un bâtiment de 4000 mètres carrés rempli de junk, mais vraiment, hein, et sans connaître personne. Vraiment, je ne peux même pas appeler quelqu'un pour pleurer. Donc, je, je décide ce jour-là d'aller au MoMA. Je dis, je vais passer la journée au MoMA. Certains vont à l'église, moi, je suis allé au MoMA. Et je me promène dans le MoMA. Et à ce moment-là, il y a dans le MoMA une installation dans l'atrium du MoMA que vous avez peut-être vu, certains d'entre vous, d'un artiste qui s'appelle Martin Kippenberger et qui s'appelle America Kafka. Et c'est une installation de chaises, de tables, de lampadaires, de porte-manteaux, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et c'est un labyrinthe très, très compliqué dans lequel on ne peut pas se promener d'ailleurs. Hein, on doit regarder ça par le dessus, on ne peut pas entrer à l'intérieur. Et qui représente la difficulté pour énormément de gens, de populations dans le monde, de se déplacer. Et qui sont dans l'obligation de se déplacer pour mille et une raisons, pour des raisons climatiques, pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, et qui se trouvent confrontés à ces labyrinthes d'administration, d'obstacles en face. Et je regarde ça et je me dis, extraordinaire, si un jour je fais des choses dans mon centre, j'aimerais bien faire des choses comme ça. Et tout à coup, je me dis, mais bien sûr, je peux le faire. Je suis revenu au bâtiment et pendant 4 jours, tout le junk qui était dans le bâtiment, ces tables, ces chaises, ces seaux, je les ai toutes réorganisées. Et j'ai mis un sign à l'extérieur en disant « Flea Market ». Et en 3 mois, j'avais quasiment tout vendu. Et j'avais fait mes 20 000 premiers dollars en cash, qui étaient dans une boîte à chaussures. Et donc, je suis allé apporter ce cash au propriétaire, parce que tout ça lui appartenait, ce n'était pas à moi. Et il me dit, qu'est-ce que c'est, what's all this money? I said, well, I sold everything from the building. I said, you sold everything to whom? I said, well, it's beautiful, it's like nice stuff. Et il m'a dit, garde cet argent, c'est toi qui l'as gagné. Garde-le. Et donc, ça a été vraiment mes premiers 20 000 dollars. Et c'est surtout, j'ai compris très vite comment on gagnait de l'argent aux États-Unis et surtout qu'il fallait gagner de l'argent parce que personne ne vous en donnait. Enfin, personne ne vous en donnait. Vous le savez sûrement, il n'y a pas de subvention publique aux États-Unis. Il y a une agence fédérale aux États-Unis qui a un budget de 148 millions de dollars pour tout le territoire. Donc, divisez ça par 50 États, et vous verrez à peu près ce que chaque État reçoit. Le Met Museum reçoit 20 000 dollars par an. C'est tout. À titre de comparaison, l'Opéra de Paris a 200 millions d'euros de budget annuel. Donc, vous voyez la différence. Donc, j'ai tout de suite compris ça, et j'ai commencé à travailler, à trouver des artistes, et finalement, en octobre 2009, c'est 3 octobre 2009, Invisible Dog a ouvert, avec vraiment en tête l'idée de créer un lieu où les artistes peuvent créer en toute sécurité et en toute liberté, surtout avec très peu de contraintes. Parce qu'encore une fois, j'ai passé ma vie dans des institutions culturelles rigides, on va dire, où beaucoup de choses étaient impossibles. Et donc là, idéalement, c'était de laisser les artistes faire ce qu'ils veulent. Donc, il me reste encore, c'est bien, 4 minutes, on a tout le temps. Est-ce qu'on peut avoir la grande image du bâtiment? Donc, le rez-de-chaussée d'Invisible Dog est un lieu pour les expositions, mais aussi le théâtre, la musique, la danse, les performances. C'est vraiment multidisciplinaire. Et ça aussi, c'était de mon expérience passée, où travailler dans un théâtre, on ne faisait que du théâtre. Travailler dans un festival de danse, on ne faisait que de la danse. Dans un festival d'opéra, on ne faisait que de l'opéra. Et moi, j'ai toujours pensé que la contamination des arts est très, très importante pour le public. Moi, j'adore attirer quelqu'un pour venir voir une exposition. Et finalement, c'est un spectacle de danse qu'ils vont voir et ils découvrent tout à coup la danse. Et ça, c'est très important. Et même pour les artistes eux-mêmes, beaucoup d'artistes qui sont dans le bâtiment viennent voir des choses qu'ils n'auraient jamais vues ailleurs. Et donc voilà, donc ça, le rez-de-chaussée. Et ensuite, le 2e et 3e étage sont des studios d'artistes. Il y a 27 artistes résidents, donc qui sont sélectionnés, et avec qui j'essaie de développer des relations à long terme, c'est-à-dire d'essayer de les garder le plus longtemps possible dans le bâtiment. Donc encore 2 sont là depuis le début. Et il y a à peu près 1 studio qui se libère par an. Et donc je les sélectionne. Il y a des peintres, des sculpteurs, des vidéographes, des écrivains, metteurs en scène, toutes sortes de gens. Et ils viennent travailler tous les jours à l'intérieur. Et donc, pour finir, avant que vous posiez une question peut-être,
je vais vous montrer un petit film. Et donc, il faut chaque année collecter de l'argent. Donc, le budget d'Invisible Dog est à peu près de 800 000 $ par an, 1 million, 800 000, 1 million par an, plus de la moitié par an loyer. Hein. C'est un grand bâtiment, plus l'électricité, plus tout ça. Donc, la partie vraiment artistique est à peu près de 200 000 $ par an. Et donc, chaque année, on fait une campagne de fundraising et on fait un petit film qui va s'inspirer de l'actualité. Ça peut être l'actualité du pays, ça peut être ce qui se passe à New York, ça peut être simplement une histoire très personnelle. Et donc, on va voir un film, le premier film ici, et ça, c'était l'année où Trump était président et nous abreuvait de mensonges en permanence sur la situation du monde. Là, c'est celui-là. Voilà. Dear fellow Americans, dear supporters from all over the world, do you remember that in 2019 I made a promise that 2020 will be amazing? And I must say, I kept my promise. 2020 was more than amazing. It was huge. Look all we did together. Performances, exhibition, parties, gathering. 51 Bergen was packed, both night and days, with hundreds of people engaged with the arts. Despite winds and tides, we were smart enough to maintain a place for the arts. This is why today I'm asking you your support for 2021. Because, oh, Mac Primo, who is just behind the camera, just told me that I forgot to introduce myself. My name is Lucien Zion, and I am the new President of the United States of America. Voilà. Donc chaque année, chaque année, on fait un petit film comme ça, qui permet de collecter de l'argent. Alors, on ne demande pas directement de l'argent. Hein, et le fait de faire un peu sourire tout le monde. Voilà, ben, il est 1h20, exactement. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Oui, non, oui? Bonjour, je m'appelle Charlotte. Oui, en fait, je me demandais comment vous, justement, étant donné que vous êtes un centre d'artistes, puis que vous avez aussi des artistes qui sont résidents, c'est-à-dire qui ont leur propre atelier, comment faites-vous vos sélections pour faire venir des artistes, présenter leur travail? Est-ce que vous avez des artistes qui viennent de partout dans le monde? Ça m'intéresse. Alors, le processus de sélection des artistes est très dictatorial. Le processus de sélection des artistes est très dictatorial, parce qu'il n'y a que moi qui décide. Alors, par exemple, les artistes qui sont en résidence, les 27 artistes qui sont en résidence chez moi, la relation entre les studios d'artistes et la galerie est extrêmement hermétique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a un studio Invisible Dog qu'on va absolument présenter son travail dans la galerie. Alors évidemment, s'ils ont un projet intéressant, oui, mais ce n'est pas automatique. C'est justement pour éviter toujours d'être dans un circuit fermé. Donc, on va dire qu'à peu près 70-80% des projets qui se passent à Invisible Dog sont des artistes extérieurs. Et ensuite, c'est mon travail. Ça, c'est, on va dire, 60% de mon temps, 70% de mon temps à aller visiter des studios, aller voir des performances, lire les dossiers qu'on m'envoie. Je réponds à quasiment toutes les personnes qui m'écrivent pour me proposer des projets. Et c'est comme ça que je fais cette sélection. Comme c'est un lieu multidisciplinaire, on peut tout faire. Il n'y a aucune restriction. Et dans le choix final, il m'arrive très souvent de sélectionner des choses que je n'aime pas. Parce que c'est le seul moyen d'aller découvrir de nouvelles choses. Sinon, je ferai un peu du design d'intérieur. Donc voilà. Donc très souvent, je regarde des choses qui me plaisent parce que techniquement, je trouve que la réalisation est intéressante, parce que
que ce soit une performance ou de l'art. Mais il arrive souvent que je n'aime pas ce que je vois. Mais je dis, c'est pas grave, c'est peut-être intéressant. Merci beaucoup, Lucien. Merci à vous. Merci pour ton temps. Merci. Et merci pour ton travail extraordinaire, mais aussi pour cette histoire magnifique, pleine de rebondissements, très inspirant. C'est pour ça que je trouvais que si vous voulez savoir plus sur Invisible Dog, tout est sur le site. Ma biographie, les programmes, tous les artistes, tous les programmes y sont depuis le début. Toutes les vidéos de fundraising sont aussi en ligne, donc vous pouvez toutes les regarder les unes après les autres si vous voulez. Mais encore une fois, je pensais que c'était important de présenter l'histoire parce que j'ai écouté tous les gens qui étaient là aussi ces 3 derniers jours et tout le monde a une histoire. Tout le monde, un jour, a faibli ou à casser quelque part et ce qui a été leur moteur pour créer quelque chose. Et c'est très important d'écouter ça pour créer des choses, surtout quand on travaille avec des artistes émergents, et jeunes, ou pas d'ailleurs. Oui, mais l'émergence, c'est une autre question. Une autre question, une autre table ronde. D'ailleurs, je vous donne 5 minutes et on revient avec Alexandre Saint-Onge et Emilia Paunescu.